Les comédies romantiques, rom-com pour les intimes, sont un genre très important pour les mangas et les animés. En effet, car lorsqu'un bonhomme, un vrai, en a marre de voir Luffy taper Kaido pendant 3 minutes non-stop, il passe à son autre fantaisie principale, une vie romantique bien remplie. Ce qui quelque part est encore moins tangible et réaliste pour la plupart d'entre nous que Luffy qui étire ses bras. Les rom-com remontent, tout comme les shonen ou les mangas de sport, aux origines même du manga et de l'animation japonaise, avec des titres comme Urusei Yatsura ou encore Fruit Basket, et se distinguent comme l'un de leurs genres les plus fondateurs, généreux et reconnaissables. Des œuvres pleines de bons sentiments, rigolotes, innocentes, ponctuellement très touchantes, qui mettent un véritable baume au cœur. Et aujourd'hui, cette catégorie de manga ne montre toujours aucun signe de fatigue, car elle continue d'avoir des titres iconiques, en cours et adaptés en animé, comme Kaguya-sama Love is War, Horimiya, ou encore notre sujet du jour, My Dress Up Darling. Ce dernier, que j'ai découvert avec sa saison 1 en 2022, s'est imposé Fissa malgré sa nouveauté récente comme l'une de mes comédies romantiques préférées grâce à sa thématique centrale sur le cosplay et les passions, sa romance hyper attachante et bien développée, sa production de haute voltige ainsi que surtout sa tête de proue, Marine Kitagawa, une fille décomplexée et joviale à l'énergie contagieuse et inspirante. Et avec plein d'autres atouts aussi. Avec la saison 2 de l'anime qui sort en ce moment même après 3 ans agonisants d'attente, je me suis dit que c'était le bon moment pour vous parler un peu de pourquoi My Dress Up Darling, Sexy Cosplay Doll ou encore Sonobisque Doll ou Akoi wo Shuru, de ces 3 noms bien distincts, est ma deuxième comédie romantique préférée de tous les temps, seulement surclassée par Love complexe, mais ça c'est un sujet pour une autre vidéo un de ces jours. Salut à tous, je suis le Grand Gnocchi et je vous invite à entrer dans le monde rempli de paillettes et de strass des cosplays de Marine. En bonne et due forme, une petite présentation s'impose, on n'est pas des bêtes. My Dress Up Darling, qui avant de s'appeler comme ça était connu en version originale en tant que Sonobisque Doll ou Akoi wo Shuru, et je vous conseille de vous habituer tout de suite à ces noms différents parce que la série en a encore un de plus tard, est un manga écrit et dessiné par l'autrice Shinichi Fukuda. Cette dernière, après avoir fait ses preuves en publiant plusieurs one-shots ainsi que 2 mangas nommés Shibaraku et Momohiro Meloi dans des magazines de pré-publication, se lance dans la création de son œuvre phare en 2018, Bisque Doll donc. C'est après avoir reçu une note de son éditrice que la jeune femme se prend d'intérêt pour le cosplay et en fait la thématique principale du manga, qui commence ensuite sa pré-publication un peu plus tard en 2018 dans le magazine Young Gangan de Square Enix, un recueil de mangas destiné aux 14 ans et plus, publié 2 fois par mois, le premier et 3e vendredi de ces derniers. À ces dates, les lecteurs ont pu découvrir et suivre l'histoire de Marine Kitagawa, une jeune fille fan de cosplay qui rencontre Gojo Wakana, un créateur de poupées Ina qui va s'occuper à la place de la maladroite fashionista de réaliser ses costumes. Avec un postulat simple et efficace, saupoudré d'humour, d'émotion et d'un certain côté sensuel, ce qu'on appelle le ecchi, le manga devient très vite un énorme succès commercial et critique qui mène naturellement après sa sortie en tome au Japon à sa version anglaise en 2020, My Dress Up Darling donc, et enfin sa version française par l'éditeur Kana un peu avant, Sexy Cosplay Doll. Pfiou, ça en fait des noms là, et pourtant chacun d'entre eux représente quelque chose sur l'œuvre. Sonobisque Doll ou Akoi wo Shuru traduit grossièrement par cette poupée en porcelaine est amoureuse, faisant référence bien sûr à l'amour que développe Marine, la poupée en porcelaine, pour Gojo, en plus de comparer la jeune fille avec ce nom aux poupées Ina que ce dernier a l'habitude de concevoir et d'habiller. My Dress Up Darling, littéralement ma chérie déguisée, est ma foi assez littéral quant au contenu du manga, se plaçant d'autant plus du point de vue de Gojo qui semble décrire Marine avec ce titre. Et finalement on a Sexy Cosplay Doll, qui est peut-être le titre le moins subtil mais qui distingue bien les thèmes du manga, le cosplay pour Marine, les poupées pour Gojo et enfin le côté sexy des situations dans lesquelles ils interagissent ponctuellement, comme quand le garçon doit prendre les mesures de la jeune fille pour ses costumes par exemple. En tout cas, la success story de l'œuvre est totale, avec 2,5 millions de copies vendues en 2021 et culmine bien sûr à l'adaptation animée en 2022 par le studio Cloverworks, connu pour avoir réalisé Fate Grand Order, Absolute Demonic Front Babylonia, Bocchi the Rock récemment, ainsi que les 2 saisons de The Promised Neverland. Mais on parle pas de ce dernier, la team. C'est personnellement un de mes studios préférés car ils insufflent une vie et une personnalité incroyable à tout ce qu'ils touchent, le tout avec une qualité d'animation et de relation juste démentielle pour des adaptations de haute voltige. Mais laissons ça de côté un moment, on reviendra plus en détail plus tard sur leur adaptation de My Dress Up Darling. Pour l'instant, c'est l'heure de se concentrer un peu plus sur le récit en lui-même. En effet, car au-delà de la rencontre originale entre Marine et Gojo et leur dynamique vers la création de cosplay donc, l'œuvre aborde d'abord tout simplement le sujet des passions. Lorsqu'il était enfant, Gojo, déjà épris par les poupées Ina fabriquées par son grand-père, s'est fait rejeter par sa meilleure amie d'enfance, Nobara, qui a jugé sa passion pour le domaine comme bizarre pour un garçon. Bien plus tard, désormais adolescent, il garde ce rejet près du cœur et dissimule sa passion auprès de tout le monde par peur du jugement, se recroquevillant totalement sur lui-même dans le processus. Mais ça c'est jusqu'à sa rencontre avec Marine, qui va le prendre en flagrant délire en train de coudre une tenue pour une poupée Ina, et qui, bien loin d'être
poussé par sa passion, va au contraire l'admirer et lui demander son aide dans la création de la sienne, le cosplay. Marine représentant finalement l'autre côté de la pièce sur laquelle se trouve Gojo, car elle est aussi passionnée d'un domaine encore stigmatisé pour les filles, les animés. C'est même carrément une fangirl, hein, j'ose le dire, et pas des trucs de normies genre l'attaque des titans, hein, mais plutôt carrément jusqu'à des héros gays bien vénères, comme Saint Slippery's Academies for Girls, The Young Ladies of the Humiliation Club, Debauch Miracle Life 2. Oui, vous avez bien entendu. On a affaire à une gouneuse level 1000, hein, elle est comme nous la team, et bien que ça peut sembler totalement con, et pour la blague, c'est en fait totalement approprié à la dynamique du récit. Car comme je l'ai dit, ce genre d'intérêt pour les animés et surtout du contenu sexuel est typiquement pour une fille assez mal vu, encore aujourd'hui, tout particulièrement au Japon, où les mœurs restent très reculées à ce niveau-là. Mais là où Gojo se renferme sur lui-même à cause des attentes binaires de la société qui collent des étiquettes filles ou garçons à tous les centres d'intérêt, Marine ne pourrait pas plus en avoir rien à faire du regard des autres, renvoyant carrément chier avec assurance quiconque critique ce qui lui tient tant à cœur. Rien de surprenant donc à ce qu'elle inspire sur le long terme Gojo à s'ouvrir de plus en plus aux autres et au monde par son attitude et le fait qu'elle ne juge pas sa passion. Le garçon l'aide à réaliser ses cosplays, mais cette aide n'est pas à sens unique, car elle l'aide à s'accepter tel qu'il est au fur et à mesure qu'il s'entraide vers le haut. My Dress Up Darling révolve donc autour de cette dynamique, cette subversion de comment sont vues les passions dans le monde bien réel. L'œuvre nous rappelle l'importance de ne jamais juger un livre à sa couverture. Une fille populaire et fashion comme Marine peut être passionnée par les animés, et un garçon comme Gojo peut tout à fait adorer peindre et habiller des poupées. Elle dénonce justement cette manie de la société à attribuer tel ou tel domaine à des normes sociales, typiquement comme je l'ai dit, ça c'est un truc de fille, ça c'est un truc de garçon. Le tout dans une relation centrale qui représente parfaitement les deux facettes de ces attentes de la société, hein. L'une qui s'en est libérée et l'autre totalement emprisonnée par le regard des autres. Et c'est ça qui rend leur romance à en devenir d'autant plus engageante et pleine de sens, comme une sorte de yin et de yang. Ils se tirent vers le haut et s'aident à atteindre leurs objectifs respectivement. C'est une fondation d'autant plus solidifiée par les caractères des personnages ainsi que leurs interactions, et justement parlons-en un peu plus en profondeur. La star de l'animé, c'est sans aucun doute Marine, véritable tête de proue qui a sûrement poussé plus d'un à lire le manga ou à regarder l'animé, de par son chara-design coloré et espiègle, ainsi que son attitude extravagante et pleine d'énergie. Deux choses qui vont parfaitement avec son archétype de personnage, celui de la gyaru. Le terme gyaru représente une mode vestimentaire au Japon, particulièrement observable sur les jeunes filles. Vêtements à la mode, accessoires tape à l'œil et maquillage ou teinture sont ses caractéristiques les plus reconnaissables, tout ce qui est jugé comme branché finalement. On retrouve aussi derrière ce terme un certain côté aguicheur et sexy, dérivé de la vision des japonais des stéréotypes américains, comme la blonde insolente avec décolleté et chapeau de cow-boy par exemple. Le style est donc en quelque sorte une réappropriation de la mode américaine vue par les japonais, très excentrique et dérivé en plein de sous-catégories différentes. Par exemple les Gangulo Gyaru ou Kuro Gyaru, dont l'une des caractéristiques principales est un bronzage artificiel très prononcé de la peau. Dire qu'on a détesté Antoine Griezmann pour manque ça la team. Enfin bref, dans la société japonaise, la mode de la gyaru est en plus de tout ça un symbole de rébellion contre les standards vestimentaires et sociétaux, sinon très codifiés et studieux du pays. Quelque chose qui colle parfaitement au personnage de Marine et renforce encore plus sa personnalité bien trempée, qui s'assume complètement et n'a que faire du jugement ou des attentes extérieures. Une énergie qui se ressent également dans sa manière de parler, avec des mots et ponctuations de phrases branchées comme yabai ou dakedo, de l'argot décomplexé généralement utilisé par les plus jeunes au Japon, ainsi que dans son timbre de voix taquin qui lui est donné par sa doubleuse Ina Suguta, qui l'amène parfaitement à la vie. Tout cela marque d'ailleurs d'autant plus le contraste entre sa façade de fille populaire très à la mode, carrément dans le mouvement gyaru, mais qui est malgré tout fanat d'animé. Deux choses qu'on imaginerait typiquement pas forcément ensemble, mais cela nous ramène une fois de plus vers le propos de l'œuvre sur les couvertures des livres et leur contenu. Marine est en tout cas un de mes personnages féminins préférés d'animé grâce à toutes ces raisons. Elle est extrêmement pétillante et drôle, toujours très honnête et émotive dans ses réactions, elle croque la vie à pleines dents en quelque sorte, sans jamais faire de concessions sur qui elle est, quelque chose d'aussi inspirant pour Gojo que pour le spectateur. Et puis elle a deux autres très gros arguments en sa faveur, si je peux me permettre. Comment ça, elle a 15 ans. En parlant de Gojo, attardons-nous un peu sur ce dernier, tiens, car le véritable mec vénéré au paradis et sur Terre, ce n'est pas cette énorme fraude, mais bien le god de My Dress Up Darling. Marine a beau être la tête de l'animé, notre vrai protagoniste ne démérite pas non plus, en affichant une véritable profondeur qu'on a déjà un peu touché du doigt précédemment, et qui lui permet de ne pas tomber dans la catégorie habituelle beaucoup trop dense des mecs de romance. Et en mode la meuf pourrait être en train de les sucer en direct, il sera encore en train de se demander mais est-ce un signe ? Ou bien peut-être que je me fais tout simplement des idées. Gojo est tout studieux, discret et timide certes, mais jamais d'une manière insupportable. Au contraire, ces facettes de sa personnalité font sens avec son vécu, passé à ne pas avoir confiance en lui, et malgré tout, il est toujours déterminé à accomplir le travail qu'on lui demande, et être serviable et attentionné, tout particulièrement auprès de Marine, pour qui il est toujours là, que ce soit pour ses cosplays, ou même pour prendre soin d'elle lorsqu'elle a un souci ou qu'elle est malade. Une véritable bienveillance qui lui vaut l'admiration et l'amour de cette dernière. Cela le rend attachant, très précieux comme on dit, en plus de permettre un fort contraste de nouveau avec le caractère explosif de son âme sœur, qui donne bon nombre de situations loufoques et très drôles où Gojo stresse beaucoup ou devient hyper sérieux, pendant que la jeune fille ne comprend même pas ce qui se passe. C'est
C'est d'ailleurs presque comme si les rôles étaient inversés par moments, et que Marine était plutôt celle qui ne se rend pas compte que Gojo est clairement attiré par elle, le tout pendant qu'elle simpe sur lui à fond la caisse en parallèle d'ailleurs. Même si en fait Gojo à la fin est quand même bien plus con qu'elle, parce que Marine rougit, fait des sous-entendus et semble clairement fébrile en permanence face à lui à partir d'un certain point dans l'histoire, mais le bouc ne capte rien, on dirait il est en 3G le mec. Donc en fait ils sont clairement un peu idiots tous les deux là-dessus, mais finalement, contrairement à dans d'autres romances, là ça marche bien, car les caractères de leurs personnages sont vraiment pris en compte. Marine, paradoxalement à son côté extraverti, est totalement fleur bleue, elle n'ose pas confesser ses sentiments et ne se rend même pas compte qu'elle ne plaît à Gojo, pendant que Gojo lui-même, bien qu'attiré également, n'envisage même pas qu'elle pourrait être amoureuse de lui, à cause de son manque de confiance en lui. C'est du coup bien ce contraste fort entre leur personnalité et leurs approches qui rend leur relation si fun, inattendue et touchante à regarder. Ce qui me plaît bien aussi, c'est que le récit s'inscrit dans cette inversion récente et surtout fraîche de la romance habituelle, où c'est la fille qui prend les devants et exprime le plus ses sentiments et ressentis, pendant que le garçon lui reste plus réservé. Quelque chose qu'on a aussi pu voir dans Takagi-san, Usagi-chan ou encore Nagatoro-san, mais qui est clairement bien mieux exécuté ici, puisque Marine n'est pas une harceleuse. N'est-ce pas Nagatoro, espèce de grosse pute? Ce genre encore un peu nouveau est en tout cas une manière de plus de challenger les normes sociales, j'ai envie de dire, surtout au Japon encore une fois. Le tout avec une évolution qui prend le temps de développer tout ça de manière crédible, terriblement efficace et touchante. Marine doit gérer ses sentiments pour Gojo pendant qu'il l'aide à réaliser ses rêves, tandis que celui-ci change de plus en plus à son contact. J'ai été énormément touché par l'évolution de Gojo, tout particulièrement vers la fin de la saison 1, durant l'épisode du feu d'artifice, qui montre vraiment le chemin qu'il a parcouru et à quel point Marine est importante pour lui et lui fait vivre des aventures géniales. J'imagine que ce que j'aime le plus, c'est vraiment à quel point cette relation est méticuleusement confectionnée pour faire écho au thème de l'œuvre, et à quel point elle est équilibrée, dans le sens où les deux parties se tirent tout autant vers le haut l'un que l'autre et se permettent de vivre à fond leur passion. Surtout alors que Marie n'est pas passionnée de base par les poupées Ina et Gojo d'animé, mais chacun fait l'effort de découvrir et s'intéresser à la passion de l'autre. C'est très mignon, surtout quand Marine montre des gros fiacs d'animé à Gojo, elle lui fait découvrir la vraie culture. Le pauvre ayant d'ailleurs des fois du mal à suivre ces conversations remplies de wibris et termes obscurs de manière hilarante. Ce qui n'empêche jamais cependant d'être toujours investi à fond et d'aimer sur le chemin la plupart des choses que Marine lui fait découvrir, plongeant dans l'essence même des œuvres pour réaliser ses cosplays. C'est juste une relation super positive à voir se déplier en fait, et honnêtement un putain de goal à atteindre dans la vie. Bien que le cœur de l'œuvre se trouve dans ces deux personnages, Marine et Gojo, le récit possède aussi de nombreux personnages secondaires attachants, comme le papy de Gojo, le boss ultime, qui a toujours soutenu son petit-fils et lui a transmis son art des poupées Ina, ou encore Juju, une autre cosplayeuse élitiste qui se fait photographier par sa sœur cadette, Shinju, timide, mais qui aimerait secrètement aussi bien essayer le cosplay. En tout cas, pour parler plus en détail de ces personnages, il faut commencer, il serait peut-être temps j'ai envie de dire, par parler de cette thématique centrale du récit finalement, le cosplay. En effet, car le cosplay s'inscrit comme le parfait décor à poser pour continuer d'explorer et briser les limites sur ce que le monde dit aux gens à propos de ce qu'ils peuvent être ou non. Chaque cosplay de Marine, qui structure d'ailleurs l'histoire somme toute en différents arcs, fait évoluer les personnages et leurs relations, ou bien en introduit tout simplement de nouveaux pour explorer moult concepts qui gravitent autour du domaine. Le premier de Marine par exemple, celui de Shizuku, un personnage du fameux Eroge que j'ai mentionné tout à l'heure, le titre est trop long, ok je vais pas le redire, pose vraiment les fondations de l'œuvre, qu'est-ce qui plaît tant dans la discipline du cosplay. Et c'est tout simplement le concept de pouvoir soit devenir, soit représenter un personnage qui compte énormément pour nous, genre un peu en mode je me déguise en Sonic là tout de suite quoi. Gotta go fast guys. Au travers de ce chemin vers la réalisation de ce rêve pour Marine, la relation entre elle et Gojo se construit également. Ils apprennent à se connaître pendant que la Gyaru touche enfin du doigt son objectif et que Gojo découvre absolument tout de l'univers des animés et du cosplay et doit se montrer à la hauteur de créer non pas des tenues de poupées comme il sait le faire depuis toujours, mais des costumes à taille réelle pour une véritable humaine. Et ce dernier point est d'entrée de jeu l'un des plus intéressants et récurrents au cours du récit, car comme un peu tous les animés sur des sujets plus ou moins niches tels que le cosplay, la documentation qui en est faite est accessible tout en étant très approfondie. Soyons clairs, si vous êtes un branquignol sur la question, comme je l'étais et que je le suis toujours en réalité, aucun souci, le récit explique absolument tout, du concept en lui-même d'un point de vue émotionnel, jusqu'à chaque étape de la création dans l'effet des costumes des personnages. On parle de choses comme saisir l'intention derrière la tenue de ces derniers, choisir les matériaux pertinents pour les reproduire en vrai, imaginer pour les zones d'ombre sur certains d'entre eux quelle est la manière la plus fidèle de les remplir, la création tout en respectant la vision d'origine en somme. Le tout avec bien sûr chaque petite difficulté et embûche sur le chemin jusqu'à coudre l'attirail complet, exploré en détail, alors que Gojo doit se documenter, échouer puis réussir en apprenant des choses qu'il ne prenait pas en compte avant. Ce qui rend la création de chaque cosplay de Marine hyper intéressante à suivre, satisfaisante oserais-je même le terme, quand toutes les pièces du puzzle s'assemblent enfin après tant d'efforts de la part de nos personnages.
Et Gojo n'est pas le seul à avoir un rôle important là-dedans, car Marine le renseigne justement sur tout ce qu'il y a à savoir des animés et personnages dont il doit réaliser des costumes. Elle remplit la partie peut-être la plus essentielle du processus dans le fond, capturer le cœur de ses cosplays. Et cela permet par la même occasion d'explorer réellement pour de vrai les animés, mangas et jeux vidéo fictifs dans l'univers de l'œuvre desquels ils viennent tous. Les rogués outrageux de Shizuku, l'animé de Magical Girl de Néon, le jeu de combat type Guilty Gear de Veronica, la comédie romantique Yonkoma de la Succubus Liz, ou encore plus récemment dans la saison 2 l'univers décalé des tueuses à gages Bunny Girl de Harissa, tant de décors extrêmement variés, drôles, parfois même parodiques, mais surtout toujours super crédibles, sont posés autour des différents cosplays de Marine. La plongée dans chacune de ces œuvres est au centre du récit, car aussi au centre de l'entreprise créative de Gojo et Marine, et le tout est exécuté avec une vraie saveur humoristique qui ancre ses personnages et ses histoires comme des vraies parties intégrantes du monde de l'œuvre, expliquées en détail dans des packages qu'on pourrait retrouver en rayon Fnac sans être choqué. Ce qui fait qu'on finit même par être nous-mêmes autant investis en fait, de voir ces personnages qui sont à ce point construits prendre vie dans le réel. Et ça, c'est très fort, parce qu'au fond, on a hâte qu'un animé prenne vie dans un animé. Enfin genre c'est débile, mais ça marche de fou. Ce mélange entre fictif et réel au sein même de l'œuvre crée presque une narration sur deux plans qui s'entremêlent pour malgré tout toujours parler de la même chose, les galères des personnages dans la vraie vie véritable ainsi que leurs désirs profonds. C'est pour ça que le thème du cosplay est parfaitement approprié aussi à servir de miroir pour les propres peurs de Gojo, celles du rejet, de l'incompréhension et du jugement. Car dans My Dress Up Darling, prendre les traits des personnages fictifs dans l'œuvre sert de vecteur aux vrais personnages afin de s'assumer, que ce soit la cosplayeuse Juju que l'on découvre en milieu de saison 1 qui place le fait de rendre honneur aux personnages qu'elle cosplay par-dessus tout, notamment en leur correspondant physiquement, ou bien sa sœur Shinju qui à l'inverse a toujours rêvé de cosplayer un personnage masculin mais n'a jamais pu à cause de ses énormes nibards, jusqu'à ce que la magie des animés arrive et puisse les faire disparaître complètement tel Mesmer. Sans oublier aussi plus récemment dans la saison 2 cette thématique du cosplay d'un sexe à l'autre qui devient plus proéminente avec l'introduction du personnage de Chitose Amano, un garçon qui se déguise en personnage féminin. Son arc parle de comment arborer les traits de son personnage favori de l'autre sexe lui a permis de plus s'assumer, lui qui était toujours timide et jugé comme frêle et peu fiable, comme s'il n'était même pas un garçon. Alors pour lui devenir quelqu'un d'autre pendant ces moments-là lui a permis de s'échapper des conventions sociales, des attentes et d'être tout simplement lui, ce qui, de retour à sa vie réelle, l'a fait pleinement s'assumer en tant que garçon, juste tel qu'il est, et faisant fi du jugement des autres. してるうちに僕も少しずつ自信が持てるようになって人前でおどおどすることもなくなっていって Tout ce petit arc nous donne également une forte caractérisation de Marine, un miroir pour Gojo ainsi qu'un joli nœud qui retourne de nouveau vers la thématique du respect des passions et des autres. En effet, lorsque Chitose raconte aux deux tourtereaux qu'il s'est fait rejeter par son ex-petite amie à cause des robes qu'il possédait, Gojo se voit certainement en lui qui a été traumatisé de la même manière. Et Marine quant à elle pleure d'émotion, enragée de la réaction de l'ancienne copine du garçon. 捨てろとか簡単に言えんのって絶対許せないですけど。 Grâce à cette expérience et tant d'autres et au travers du cosplay, les personnages évoluent. Gojo notamment se fait probablement influencer par cet épisode et les mots de Chitose. Ce n'est pas parce qu'une personne nous a rejeté que tout le monde fera de même. Des paroles qui restent près de son cœur lors de l'arc suivant où il fabrique le 6ème cosplay de Marine pour le festival culturel devant tout le monde pour la première fois en assumant sa passion pour la couture et les poupées Ina. C'est vraiment génial car l'on sent vraiment une profonde recherche et compréhension du domaine par l'autrice qui a aussi bien compris la démarche sur le plan technique que spirituel. En plus d'avoir vu l'animé, j'avais aussi tout relu en manga jusqu'à environ là où en est la saison 2 actuellement, et elle décrivait ses recherches sur les dessous de couverture, notamment sa visite dans un magasin de matériaux pour le cosplay, qui reflète littéralement ce qui se passe dans l'animé dans l'histoire lorsque Marine et Gojo vont dans un endroit similaire pour le cosplay de Shizuku. On sent une véritable passion en somme, qui transparaît vraiment lorsqu'on lit le récit. Ce qui ressort également, et il est temps qu'on en parle, car je pourrais faire une vidéo de 1 heure sur la profondeur et les qualités de My Dress Up Darling, ce que la plupart des gens en retiennent, bah c'est ça, l'amour de l'autrice pour les bazungas. Alors vu que c'est ce que vous attendiez tous à un moment ou à un autre, parlons-en, des gros nibards. Et oui, car à l'époque de sa sortie en animé, My Dress Up Darling a vraiment atteint un nouveau seuil de mise en avant sur internet grâce au d'ores et déjà légendaire épisode 2 de l'animé où Gojo prend les mesures de Marine pour son premier cosplay alors que la Gyalu est en bikini mais même plus juste chaud mais brûlant comme de la lave en fusion, le tout pendant que le garçon lutte de manière agonisante pour ne pas se mettre en garde à vous comme s'il était alarmé. Cet épisode est très sulfureux, avec bon nombre de séquences très sexy, Johan. Et je pense que c'est vraiment là que tout le monde a perdu la tête sur l'animé, et surtout Marine. Et en vrai, comment les blâmer, je suis pas du tout dans le même cas. Vraiment, je suis pas dans la team, les amis. Non, ce serait abusé en tout cas. Mais bien sûr, cet épisode 2 et ses effluves pleines d'hormones, qui ne sont d'ailleurs pas limitées à l'enceinte de ces 20 minutes, mais parsemées ici et là au travers de l'histoire, ont bien sûr fait débat, car visiblement, en 2025, il y a des mecs qui essayent de nous faire croire que « Oh non, des nibards, oh non, la team
arrêtez, mes yeux saignent. On vous voit les gars, arrêtez de faire semblant. Et moi en tout cas, plus sérieusement, ces débats, j'ai toujours trouvé ça super puéril, car je ne pense pas que le fanservice ait quoi que ce soit d'insolent en premier lieu, surtout s'il est aussi bien fait qu'ici. Je vois la chose comme étant simplement une démarche décalée, décomplexée, voire même plutôt valorisante, car pour moi, jouer avec peut donner beaucoup de personnalité, de charme et d'attitude à un personnage. Des scènes comme ça peuvent raconter quelque chose sur ce dernier et ou le mettre en valeur. Pareil si l'on retrouve un petit côté sexuel appuyé à même leur design. Jouer avec des silhouettes et formes attirantes est dans mon livre en tout cas un peu la base du chara-design, et il y a plein de manières de le faire, avec des physiques différents ou de manière plus ou moins subtile, ce n'est pas quelque chose de mal. Ce qui vaut d'ailleurs autant pour un perso masculin que féminin, genre qui n'aime pas les énormes abdos saillants de Goku, ou même les gars de Free torse nu. Moi je kiffe la team, voilà c'est dit. À la fin de la journée, un corps n'est qu'un corps, on en a tous un, et on a aussi presque tous des désirs et attirances sexuelles, et c'est normal. Pouvoir utiliser ça dans un chara-design pour rendre un personnage attirant n'est qu'un outil parmi tant d'autres, qui permet de créer des figures jolies, ce qu'on recherche je pense tous, genre qui veut voir des persos super moches dans son manga, c'est de l'art merde, on n'est pas des bêtes. Et puis pour moi c'est dans My Dress Up Darling un simple mécanisme utilisé pour d'autant plus augmenter la tension romantique entre Marine et Gojo, qui je le rappelle sont des ados dans l'œuvre, c'est-à-dire la période vraiment où tous les hormones partent dans tous les sens. Alors avoir des scènes un peu sexy comme ça, c'est surtout pour montrer ça, l'attirance de Gojo envers Marine, puis doubler encore plus la mise sur le côté décomplexé de la jeune fille, qui ne se rend presque jamais compte qu'elle fait de l'effet à son créateur de costume. L'exécution sépare en plus à mon sens l'œuvre des autres romances du genre, qui peuvent parfois tomber aussi bien visuellement que narrativement dans un vrai côté beauf un peu dalleux, à tout hasard genre Rent a Girlfriend de MDR. Non, ici on sent un côté juvénile, décalé, innocent, timide presque, qui attendrit et amuse plus qu'autre chose avec juste ce qu'il faut de sulfureux. 北川さんの気持ちに不純な思いを持って向き合うことは失礼だ。何でもありません。気にしないでください。無理無理気になるわ。 Il est d'ailleurs bon de noter que cette attirance n'est pas du tout à sens unique de Gojo envers Marine, celle-ci fantasmant tout autant sur lui que lui sur elle, et ce bien que oui ce ne soit pas portrait de la même manière, mais justement à cause de la différence dans leur caractère. Il est plus amusant de contraster l'innocence de Gojo avec des situations torrides, et faire fondre une Marine d'habitude tête brûlée avec des trucs à l'eau de rose. Dans les deux cas, la balance est équilibrée. À prendre avec des grosses pincettes, mais il semblerait aussi qu'énormément de femmes aiment beaucoup My Dress Up Darling. La stat sort de mon cul la team, mais j'ai beaucoup vu de nos consoeurs de la jante féminine sur internet manifester leur appréciation pour l'œuvre. Alors ça doit être une preuve de plus qui me semble cohérente avec tout ce que j'ai dit, que ce fanservice ni quoi que ce soit d'autre dans l'œuvre ne s'adresse exclusivement aux hommes, un peu comme les passions dans l'animé finalement. À méditer. Ouais. Mais bref, maintenant qu'on a parlé en long, en large, en travers du contenu de l'œuvre, parlons un peu de sa façade, de son art, de ses chara-design ainsi que de son animé. C'est l'heure de parler au-delà de la fonctionnalité de la tenue, de son apparence extérieure. Et commençons en bonne et due forme, le manga original écrit et illustré donc par Shinichi Fukuda est magnifique, avec un trait shoujo dit manga pour filles très élancé, détaillé et expressif. Les chara-designs sont sobres mais efficaces pour la plupart, étant bien reconnaissables, avec la star du show étant évidemment l'excentrique Marine, qui ressortait déjà dans les pages du manga avec son style très branché de Gyaru, son maquillage, son collier ainsi que ses longs ongles très élégants. De plus, les gros yeux et les silhouettes affinées de tous les personnages, presque comme des poupées finalement, permettent un langage corporel et facial très communicatif, surtout sur cette dernière encore une fois, avec notamment sa bouche en triangle, qui lui donne des expressions joviales contagieuses en plus de renforcer son attitude espiègle. Et pour un manga qui se centre finalement autour de la mode à la fin de la journée, et tout ça tombe très bien, car Marine s'impose comme le personnage idéal pour représenter le thème, la jeune fille étant littéralement mannequin dans le récit en plus. Comprenez par là qu'elle se démarque, qu'elle est très jolie et a une attitude unique qui fait d'elle finalement, à l'image du titre original de l'œuvre, la poupée de porcelaine parfaite sur laquelle montrer plein de tenues géniales, que ce soit dans la vie de tous les jours, mais surtout bien sûr dans le monde du cosplay. C'est vraiment là d'ailleurs que brille le chara-design et le style du manga original, dans les tenues et surtout dans les designs des différents personnages que cosplay Marine, et ses cosplays en eux-mêmes, tous très inspirés, variés et riches en détails. Et quand Cloverworks arrive dans l'équation pour adapter l'œuvre en animé, soyez sûr que le trait du manga ainsi que le personnage de Marine en tête de proue sont définitivement respectés. Bien plus que ça, ils sont élevés par rapport au matériel de base. Continuons de prendre notre poupée de porcelaine en exemple, ses cheveux blonds aux pointes roses, ses yeux rouges écarlates, ainsi que son uniforme élégant blanc et bleu aux lignes rouges sur sa jupe, crèvent vraiment l'écran en couleur et la font prendre vie plus que jamais. Une énergie qui se porte aussi dans ses cosplays, qui deviennent tout de suite encore plus iconiques, aussi en couleur. Et avec comme réalisateur Keisuke Shinohara sur les 2 saisons de l'animé, l'adaptation est terriblement ambitieuse de manière générale. La direction et la réalisation sont absolument phénoménales, avec des choix de mise en scène variés qui immergent totalement dans l'animé, grâce à des placements de la caméra figurative toujours audacieux et changeants, donnant une véritable profondeur et épaisseur à chaque scène. L'utilisation des couleurs et ambiances contraste avec coup de poing les personnages qui s'y trouvent, avec toujours une forte réflexion thématique derrière. Et ce que l'on parle de serious business ou d'humour, la direction étant tantôt intimiste et contemplative, tantôt totalement rocambolesque
rocambolesque et décalé, et n'ayant pas peur de découper des situations comiques comme un manga dans des storyboards extrêmement créatifs, les deux approches se passant parfois le relais avec succès dans un ton toujours hyper bien géré et juste. Quelque chose qui se retrouve également dans le trait détaillé à l'image du manga par ailleurs, parfaitement adapté, qui se déforme dans tous les sens et styles selon les différentes situations. L'animation de la série est également stupéfiante, avec en première ligne un travail tout en finesse et détail sur le chara-acting, les mouvements des personnages, qui bougent et s'expriment avec un langage corporel et facial toujours ultra communicatif et tangible. Grâce à leur manière de bouger, les personnalités déjà fortes des personnages sont encore plus accentuées, quelque chose d'encore amplifié d'un cran par l'énorme travail sur la fabrique, à savoir les vêtements de manière générale, que ce soit dans leur rendu ou mouvement. C'est-à-dire que ce ne serait pas exagéré de dire qu'ils bougent dans la série comme des personnages à part entière, une attention aux détails parfaitement appropriée, j'ai envie de dire, pour un anime sur le cosplay. Qu'on soit clair, My Dress Up Darling, grâce à tout ça, c'est clairement pas l'animé de romance tranche de vie un peu timide comme on a l'habitude d'en voir. C'est une production juste hallucinante qui adapte et élève son matériel de base à un niveau qui n'est même plus marrant tellement c'est génial, rajoutant toujours une direction ainsi que des mises en scène qui explorent encore plus en profondeur que le manga les moments d'émotion, de comédie et le drama sur les personnages. Et ça c'est aussi parce que les événements du manga original sont réagencés et adaptés avec flair grâce au script de Yoriko Tomita qui s'occupe aussi de la composition de la série. Grâce à son savoir-faire, l'animé est bien rythmé et l'intention générale est claire, à l'image du manga, proposer une comédie romantique aussi drôle que touchante, délicieusement décalée, mais malgré tout focalisée quand il le faut sur le drama intimiste de personnages et leurs évolutions. Quelque chose qu'on retrouve tout particulièrement dans la direction même des épisodes, avec plein de directeurs différents qui y sont cantonnés et qui insufflent tous leur vision et leur touche personnelle, sans jamais dévier du plan de base du réalisateur Keisuke Shinohara et du script de Yoriko Tomita, et qui au contraire l'élève encore plus. Je pense tout particulièrement à ces 3 épisodes que j'aimerais mettre en valeur, le 8ème, le 12ème et enfin le premier de la saison 2, le 13ème donc. L'épisode 8 est dirigé et storyboardé par Yusuke Kawakami. Il m'a particulièrement marqué grâce à sa scène sur la plage à la fin, qui marque un tournant non seulement dans le développement de Gojo, qui s'ouvre en titubant au monde extérieur pour la première fois, mais aussi dans sa relation avec Marine, celle-ci tombant totalement sous son charme durant cette scène. Tout ce moment nous offre par ailleurs moult séquences d'animation incroyables, avec ce chara-acting et cette fabrique dont je parlais, qui crève l'écran ainsi qu'un rendu de l'eau fluide et expressif, des fois contrasté par plusieurs couches de couleurs comme de la peinture, d'autres fois claires et souvent éclatantes en fond avec les lumières du soleil qui se reflètent sur sa surface. Takuya Niyama, Yori Satake et Jin Oyama animent tous des séquences fabuleuses et détaillées, avec celles qui volent peut-être encore un peu plus la vedette par Keisuke Kobayashi, où Gojo et Marine, les pieds dans l'eau, avancent dans la mer et la contemplent. Bon, Marine contemple plus Gojo d'ailleurs, mais bon bref. Et malgré cette animation de haute voltige, ce qui m'a le plus marqué à la fin, ce sont quand même ces couleurs très claires, voire pastel, qui donnent une atmosphère onirique à la scène et en même temps une certaine agressivité. Sa lumière très intense accompagne la découverte de la mère de Gojo, qui explique lui-même qu'il a toujours passé son temps tout seul et qu'il n'a pas vu beaucoup d'endroits comme ça à cause de cela. Comprenez que tout ça est encore nouveau pour lui, donc éblouissant, presque aveuglant. Il n'y est pas encore totalement acclimaté, quelque chose que l'on retrouve visuellement ici, et qui est aussi présent je trouve dans le fait que les personnages dénotent volontairement avec leurs contours et leurs couleurs du décor qui est en plus flou derrière eux. Ils ne sont pas encore tout à fait à leur place, mais ça viendra et ce moment est important justement jusqu'à ça. Et quoi de mieux poursuivre que de parler de l'épisode 12, du feu d'artifice, sous l'inverse de ce dont on vient de parler, mais quand même la continuité. L'épisode est dirigé par Yoshiro Hiramine et storyboardé par Yuta Yamazaki. On y suit Marine et Gojo qui vont à un festival de fin d'année et assistent à un feu d'artifice. La première moitié de l'épisode à la piscine impressionne déjà avec son eau bleu azur qui contraste les personnages, mais rien ne peut préparer à ce feu d'artifice de fin. Contrairement à l'épisode 8 où le décor est aveuglant, celui-ci est chaleureux, rassurant et représente toute l'évolution de Gojo depuis le début de la série qui mène à ce moment. Celui où il regarde au-dessus de lui l'explosion de couleurs, littéralement ce que lui a apporté Marine depuis qu'elle est dans sa vie. C'est une scène profondément magnifique et dirigée d'une main de maître avec des plans coup de poing qui mettent vraiment en valeur le feu d'artifice et son importance émotionnelle en cet instant. J'aime particulièrement ce moment de caméra en contre-plongée animé par Kiyotaka Oshiyama qui montre Gojo émerveillé et tout petit par rapport aux couleurs dans le ciel. Toute la subtilité de la scène étant bien sûr qu'à la fin, ce que Gojo ne peut réellement pas quitter des yeux, c'est bien Marine, celle qui est à l'origine de tous ces moments de joie, avec celui-là en première ligne. Je dois dire que pendant une période difficile, cet épisode et cette scène m'ont donné du courage et de l'optimisme, deux choses qui m'avaient aidé à aller de l'avant pour peut-être un jour comme Gojo avoir une raison d'attendre chaque fin d'année. L'insert song de Spira Spica, l'artiste qui chante aussi les 2 openings géniaux de la série, étant vraiment la touche finale d'émotion à cette scène, qui ponctue vraiment pour moi le meilleur épisode de la série jusqu'à maintenant, et il va être difficile à surpasser. Comparé à ces 2 derniers épisodes, le premier de la saison 2, dirigé et storyboardé par Keisuke Shinohara, le réalisateur de la série donc, est totalement à l'opposé de ces moments intimistes de personnages et place plutôt l'accent à quelques exceptions près sur la comédie rocambolesque à pleine puissance. Dans ce qui est peut-être à ce jour l'épisode le plus délirant de la série d'ailleurs, avec une scène d'ouverture par l'animateur légendaire Kai Ikarashi pour représenter le nouvel animé du prochain cosplay de Marine, ainsi que plein de séquences au découpage hyper inventif, qui élèvent vraiment la comédie comme dans un manga qui prend vie en animation. Les nouveaux animés, mangas et jeux des cosplays sont d'ailleurs toujours mis à l'honneur, tout particulièrement par cette adaptation qui va au fond du délire pour les représenter comme quelque chose de vraiment legit. Le jeu est rogué, celui de combat en mode Guilty Gear, mais aussi les animés surtout, notamment celui des Magical Girls qui volent particulièrement la vedette avec ses séquences d'animation folles, notamment celle-ci par Tatsuya Yoshihara, hyper expressive avec un travail fort sur les effets, qui se
voit même affublé de l'heure qu'on peut voir dans le coin de la télé japonaise. Un détail vraiment cool et qui rend le tout vraiment crédible. Mettre en valeur à ce point les œuvres qui inspirent les personnages dans le véritable récit permet de rendre vraiment encore plus tangible leur amour pour quelque chose qui semble vraiment réel du coup. N'oublions pas non plus bien sûr de mentionner avant de conclure que la musique par Takeshi Nakatsuka transporte avec féerie dans l'ambiance très joviale et chaleureuse de l'œuvre, avec des instruments doux et entraînants qui savent aussi s'adapter à des morceaux plus mélancoliques quand il le faut. Vous l'aurez compris, My Dress Up Darling en animé est une adaptation incroyable du manga d'origine par Cloverworks, sûrement l'une des meilleures que je n'ai jamais vues de ma vie de fan d'animé, qui ne cesse de surprendre chaque semaine avec une qualité de réalisation, de direction, de storyboard et d'animation qui semble plus grimper au fil du temps qu'autre chose, particulièrement avec la saison 2 actuellement. Mais bref, la vidéo devient longue, alors c'est l'heure de conclure. Je pense que vous aurez saisi au point où on en est à quel point j'adore My Dress Up Darling et à quel point c'est l'une de mes comédies romantiques préférées que je vous recommande sans hésitation si vous n'avez pas encore sauté le pas. C'est un récit généreux et bienveillant sur les passions, le cosplay et l'amour tout simplement, qui possède un couple de personnages principaux parmi les plus attachants et bien écrits que je n'ai jamais vu, avec un véritable équilibre dans leur relation. On n'est jamais plus intéressé par l'une que par l'autre, car l'un ne marcherait pas sans l'autre et n'aurait plus autant à raconter. Le travail accru de recherche sur la pratique du cosplay et la manière qu'a l'œuvre de la mettre en scène, sa valeur émotionnelle ainsi que ses challenges de réalisation donnent une véritable profondeur à la question sur comment elle touche les personnages, ainsi qu'une structure touchante et intéressante à suivre à l'œuvre, au fil des cosplays de Marine. L'art du manga fait ressortir tout ça, surtout au niveau des vêtements et cosplays, et l'animé par Cloverworks adapte et élève ses facettes vers des sommets impressionnants, grâce à une réalisation léchée ainsi qu'un cara-acting et une fabrique de vêtements à l'animation hautement détaillée. Les messages et thématiques de l'œuvre se retrouvent aussi décuplés par la vision du réalisateur, des directeurs d'épisodes, ainsi que des nombreux animateurs talentueux qui participent à accomplir leur volonté artistique, sans oublier bien sûr le script qui adapte à merveille le rythme du manga en animé, quelque chose de souvent ignoré mais qui n'est pas une mince affaire. Alors voilà, My Dress Up Darling, Sonobisque Doll ou Akoi wo Shuru ou encore Sexy Cosplay Doll, t'appelles ça comme tu veux, mais tu vas regarder maintenant parce que c'est de la frappe atomique. Une œuvre qui va bien plus loin que juste être belle visuellement ou d'avoir quelques scènes de fanservice virales, mais qui raconte une véritable histoire profondément magnifique avec un thème pleinement exploité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater des prochaines sur d'autres animés, ainsi qu'à la partager et la commenter. Pour ma part, je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Salut!